Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico! Poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from the poor family, sparing this life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? He's will like no, he will not let you go. Let him go! He's will not, he will not let you go. Let him go! He's will not, he will not let you go. Let me go! Will not let you go. Let me go! Will not let you go. Never let me go. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. He has a boot, has a devil put aside for me. For me. For me. Bonjour à toi chers spectateurs, et parlons d'un film qui a mis du temps à venir au monde, mais qui est enfin là. Il est présent, il vient de sortir dans les salles. Bohemian Rhapsody, réalisé par Bryan Singer et terminé par Dexter Fletcher, j'ai envie de dire, tout de même. L'histoire, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, c'est très simple. C'est comment Freddie Mercury a rencontré Brian May et les autres membres de Queen, comment ils ont formé le groupe et comment ils sont devenus la légende que l'on connaît aujourd'hui. Je ne vais rien dire de plus, ça ne sert à rien de plus vous en dévoiler. Pour en parler avec moi, un grand amateur de musique. Qui est surtout de Queen. Qui est surtout de Queen, qui avait très envie de faire cette vidéo avec moi. Ah oui. Mathieu, de retour après Ant-Man et la guêpe. Eh oui. Comment vas-tu ? Bien, je suis fort aise de voir que Sa Majesté est arrivée. Donc il va bien. Oui, c'est ça. Ah là là. Alors, toi aussi, comment tu vas ? Eh ben écoute, moi ça va plutôt bien. Écoute, c'était un film que j'attendais réellement énormément, Bohemian Rhapsody, parce que, comme on en parlait hors vidéo, ça fait très longtemps que le projet est annoncé, à la base porté par Sacha Baron Cohen, qui était fou amoureux. Et qui devait faire Mercury. Mais qui n'a pas été cautionné justement par les autres groupes de Queen. Voilà. Parce que le film devait être centré sur Freddie Mercury, et au final, le film est toujours centré sur Freddie Mercury, mais est cautionné entre les mains de Bryan Singer et porté par Rami Malek. Choix qui semblait être surprenant sur le papier. Au vu des premières images, je vous laisse évidemment penser ce que vous voulez, mais tous les doutes ont été tout de suite effacés. Tout le monde s'est dit, c'est bon, il a la gueule de l'emploi. Donc en soi, le projet donnait vraiment envie, mais il y a eu beaucoup d'histoires autour de ce film. Une réécriture compliquée, une difficulté entre Rami Malek et Bryan Singer, Singer qui se barre du projet 3 semaines avant la fin du tournage, complété par Dexter Fletcher qui a en plus supervisé toute la partie montage. Ouais. Donc tout ça, et ça débarque ainsi dans les salles, avec quelques retours mitigés aux États-Unis, une presse plutôt convaincue en France. Et là, vous commencez à vous dire, mais quand est-ce qu'ils vont parler du film ? Et c'est là que je me tourne vers toi, Mathieu, et que je te demande ce que tu as pensé de Bohemian Rhapsody. Eh bien, moi aussi, je l'attendais, ce film. En même temps, c'est peut-être la saison, puisque dans le cinéma, dans la salle, il y avait la bande-annonce pour Rocketman, sur Elton John. Réalisé par Dexter Fletcher. Voilà. Tout est lié. Je crois qu'ils cherchent une nouvelle recette à Hollywood. Et dans ce cas, le film fait un petit tacle sur les recettes, justement, sur la façon de faire des blockbusters. Et ben, personnellement, j'ai trouvé que c'était un film très déséquilibré. Mais quand même, j'ai bien aimé. Parce que c'est flamboyant, parce que c'est bien joué. Parce que mes plus grosses peurs ont été levés. Donc là-dessus, je vais dire, c'est quand même pas si mal que ça, donc oui. Je peux pas faire moins que dire cela. Et toi ? Eh bien, moi, je suis plutôt de cet avis. Alors, j'avais vu le film bien avant qu'il y ait tous les avis qui commencent à germer un petit peu partout sur Internet. Je les ai vus au mois d'octobre, au tout début du mois d'octobre, le film. Privilégié. Tout à fait, privilégié. Et en fait, j'ai eu le temps vraiment de laisser le film germer un petit peu dans ma tête. Au final, avec le recul que j'ai, je trouve que on sent qu'il y a eu des soucis de tournage. On sent qu'il y a eu des problèmes de conception, mais le film, comme tu dis, est flamboyant, est vraiment inventif,
est rempli d'énergie, est passionné par le personnage de Mercury et par le groupe de Queen. C'est très important, mais Brian May et les autres ne sont pas délaissés, loin de là. Très important. Il y a un joli regard qui est porté sur Freddie Mercury, qui en fait un personnage de cinéma très intéressant. Mais vraiment de cinéma, par contre, je trouve que le personnage est très romancé. Il y a beaucoup d'histoires autour de lui, même si c'est très inspiré de sa vie, évidemment, mais j'ai cette impression, et je trouve ça très intéressant, d'ailleurs ça fait depuis plusieurs années à Hollywood qu'on n'a plus envie forcément de coller absolument le plus possible à la réalité, comme on avait pu le faire par exemple avec Taylor Hackford et son biopic sur Ray, où là c'était vraiment on colle... et Lincoln aussi. Voilà, il y a aussi ça. Là il y a vraiment cette envie de construire beaucoup de fiction autour du personnage pour apporter, comme tu disais, un peu de flamboyance justement à ce personnage, pas uniquement le rendre trop terre à terre. Il en avait déjà pas mal. Il y en avait déjà pas mal, ça c'est clair. Mais du coup, voilà, il y a cette vraie vivacité d'esprit qui rend tout le film extrêmement clair, extrêmement juste dans ce qu'il veut faire. Et ça fait qu'on arrive à outrepasser les manques clairs on va dire, de simplicité quant à la composition du récit. Parce que le film brasse quand même beaucoup. Entre 78 et 91 du coup. Ouais. Non, jusqu'à 86, puisque ça se termine avec... c'est pas franchement un C'était pas 91 le concert de Live Aid le 91 c'est la mort de Mercury. C'est ça. Et le Live Aid c'est justement juste avant que le groupe décide de signer toutes ces chansons du nom de Queen. Et justement. non de chaque artiste, Brian May, Roger Taylor ou John Deacon. Seront donc pour les 2 derniers albums, The Miracle et Innuendo. Alors, un bon moyen de voir justement qu'on ne colle plus vraiment à la réalité, c'est au niveau de l'écriture, parce que j'ai remarqué un truc. Il veut tout de suite sauter sur l'écriture. Oui, parce donc que l'écriture qui est écrite par Anthony McCarten et par Peter Morgan. Peter Morgan très connu pour adapter des pièces de théâtre au cinéma. C'est lui notamment qui avait adapté Frost et Nixon. Qui était un film très intéressant en termes d'écriture. Et Peter Morgan, si vous regardez un petit peu sa filmo, il a bossé sur énormément de projets ces dernières années. Moi, c'était un nom qui me rassurait honnêtement à l'écriture. Ouais. Mais donc, juste pour dire, là où ça indique qu'on est plus tout à fait dans la même réalité, qu'on fait un truc romancé, c'est dans l'ordre des chansons. Tu as des chansons qui datent de l'album Jazz, qui sont mis avant A Night at the Opera, et aussi l'engueulade donc, avec le patron de EMI Records, qui est montré alors qu'ils ont déjà fait, Bohemian Rhapsody. Alors que justement, la chanson d'ouverture de comment s'appelle, A Night at the Opera, l'album où il y a Bohemian Rhapsody, ça commence avec Death on Two Legs, qui est dédié à ce personnage-là pour lui dire à quel point il l'encule. Je veux dire, ça c'est... Bon, faut connaître, et c'est pas la plus connue de Death on Two Legs, mais... Bon, c'était des petits points comme ça qui indiquaient... On sent qu'il y a plein de petits points qui sont... C'est plus de la dramaturgie que du respect historique. Mais en même temps, ça valait le coup. Ça valait le coup. C'est vrai qu'en soi, ils auraient pu respecter ça. Mais on sent qu'il y a vraiment cette envie de vouloir très clairement se détacher, entre guillemets, de la réalité dans laquelle l'univers se passe. Il y a constamment ce besoin, je dirais pas créer de l'imaginaire, entre guillemets, autour du groupe, mais il y a constamment ce besoin de réinventer, entre guillemets, tout ce qui a été raconté sur le groupe. On sent que McCarten et Morgan, ils savent qu'ils s'attaquent à des légendes de la musique. Des mecs qui n'ont pas besoin d'un biopic pour être inscrits comme étant des légendes de la musique du XXe siècle et du XXIe siècle. Et pas que ça, c'était iconique. Queen, c'est le groupe qui a fait le plus d'hymnes pop et rock qui existent. Il y a Muse qui essaie de faire un peu de compétition, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que c'est encore... Queen a toujours la couronne. Et là, moi, en tout cas, ce qui me faisait un petit peu peur, c'était sur un autre aspect de Queen, c'était justement le côté d'icône gay de Mercury, et donc que Mary Austin soit sortie de l'histoire. Or, justement, et ça c'est très important, Mary Austin est au centre véritablement de l'histoire. Mais c'est un personnage vraiment essentiel en fait. Tout du long du récit, elle a une symbolique très intéressante justement dans le rapport qu'entretient Freddie Mercury avec justement sa sexualité très ambivalente, qui n'est jamais montrée comme étant vraiment sectionnée. Et pas seulement sa sexualité, aussi dans son équilibre psychique. C'est pas pour rien que justement il a dédié Love of My Life, mais surtout c'est sa légatrice universelle. C'est elle qui a les droits des chansons de Mercury. Et c'est pas pour rien. C'est parce que c'était un personnage essentiel. Et je veux dire, il était bien traité.
Et aussi, pour parler d'autres personnages, je fais les transitions. Mais non, mais t'as raison, c'est bien. Les personnages justement de Brian May, Roger Taylor et John Deacon sont aussi bien traités. Très très bien traité. Pour Roger Taylor, j'ai été étonné de voir. Bon, c'est bien celui qui voulait être chef à la place du chef à plusieurs Qui fait moments. la place du calife. Voilà, mais qui était souvent remis à sa place. Mais la manière dont il est montré, donc homme à femme, un petit peu genre footiste de temps en temps, en sachant que le vrai Roger Taylor est producteur exécutif sur l'audio musical du film, je me suis dit, il faut vraiment avoir de l'humour anglais pour accepter d'avoir ce portrait-là. Ah non, mais c'est très très rigolo. C'est très très bien amené, mais comme tu dis, je trouve que c'est peut-être l'une des plus grandes qualités du film en termes d'écriture, là où on pointe du doigt tous les petits problèmes de raccord historique et de liaison entre les différentes séquences, c'est que le point d'accroche central du long métrage de la part de McCartan et Morgan, et c'est pas si étonnant de la part de Morgan qui adore écrire ce genre de personnage, c'est la composition de ses protagonistes qui tout du long du film reste le vecteur émotionnel central de toute l'histoire, et on reste accroché à cette histoire malgré ces petites maladresses, ces sauts dans le temps parfois énormes. Il y a des sauts des fois qui sont de l'ordre de 1 ou 2 ans presque. Ouais. On reste accroché parce que ces personnages sont forts. Ces personnages sont composés, peut-être pas avec amour, mais en tout cas avec assez de force et avec assez d'impact pour faire en sorte que le spectateur il ait pas envie de les lâcher en sortant de la salle. Et ni de casser la cafetière. Non, mais... ah non. Vous verrez, vous saurez. Non mais, et c'est un point aussi qui est très important, et tu fais bien de le pointer du doigt, c'est très très bien écrit en termes de dialogue aussi. Les dialogues sont très punchy, très énergiques, ils se limitent pas uniquement une ou deux punchlines, comme on peut le voir dans la bande-annonce, c'est vraiment toute une continuité qui amène des fois des séquences qui sont à mourir de rire, quoi. Cette fameuse séquence où il s'apprête à lui jeter la cafetière à la gueule, où t'as Mercury qui sort en plein milieu juste avant de se barrer, Il peut y a y de avoir la qu'une place seule que... drama queen. C'est ça, il se barre ensuite et il laisse les autres se bastonner. Mais quand Roger Taylor lève la cafetière, il y a John Deacon et Brian May, alors qu'ils sont le nez dans leur bol de café, pas la cafetière. C'est ça, c'est pas la cafetière. Non, Mais doucement. Mais pas comme la tu cafetière. dis, c'est un humour très à l'anglaise, très t'as pas sans rire, ce petit côté, voilà, on monte des scènes qui sont parfois d'une extrême gravité, avec par exemple cet amant qui va absolument empêcher Freddie Mercury de rejoindre le reste du groupe, et à contrario, voilà, ces petits moments de légèreté qui sont vraiment très très bien amenés, mais je trouve que le film est vraiment découpé en deux parties très claires. Il y a une partie qui est beaucoup plus légère, qui est toute la conception des premiers albums et entre guillemets la période un peu guillerette du groupe. Ouais. Il y a vraiment cette partie très noire juste avant Live Aid où tout est horrible dans la vie de Freddie Mercury. Il parle plus à Marie, il reste enfermé chez lui, il veut faire des albums bloqué, mais il n'arrive plus à rien et c'est très très bien composé justement. C'est pas uniquement une comédie musicale quoi, c'est vraiment un biopic et il y a de la musique à côté. Et aussi, il y a des scènes qui sont vraiment cathartiques, dans le sens où, la catharsis, c'est lorsqu'on met un personnage plus bactère, ensuite on le relève, et effectivement, il y a une relevaille véritablement, qui est magnifique, qui est très très bien faite. C'était la scène dans le bureau du manager. Ouais, très très bien faite. Celle-là, c'est, je crois, la meilleure scène du film. C'était respectueux des personnages, des vraies personnes, c'était respectueux du personnage de Mercury, en tant que justement le personnage qui s'est créé, et c'était respectueux aussi des spectateurs. Donc là-dessus, c'était très très bon. Bon, tout n'est pas à cette hauteur-là, mais quand même, dans l'ensemble, si on est juste au point de vue efficacité, le film est très très bon. On ne peut pas le nier. Ah, on peut pas nier du tout que le film a d'énormes qualités et que ces qualités arrivent à outrepasser les défauts qu'on pointe à côté. Enfin, si vous regardez bien, on s'attarde sur les qualités parce qu'en fait, les défauts, ils nous semblent tellement moindres à côté parce qu'il y a tellement de passion qui est fait pour tout ce qui entoure vraiment ce mythe et ces icônes que du coup, ça sert à rien de pointer du doigt. En fait, il y a un défaut qui est un peu rédhibitoire, c'était au niveau de l'écriture. Surtout, c'est le fait que justement Freddie Mercury, qui est en recherche de famille et donc avait demandé à ce que le groupe Queen soit sa famille, c'est trop répété et en fait on n'a pas assez de scènes avant justement les vrais affrontements et on voit leur amitié qui est solide. Avant ça, on n'a pas de moment de complicité très fort, ce qui fait que justement on est un petit peu... ça vient pour... On sent qu'il manque des choses. Voilà. On sent qu'il manque des choses clairement à ce moment-là, parce que c'est vrai que comme tu dis, ça se sort un petit peu comme ça. C'est au milieu de la soupe, il y a un cheveu et c'est tiens, je voudrais une famille. Ouais, mais il y a
pourtant il n'y a rien qui montre avant. Enfin, c'est bon, on voit ses parents à un dîner qui vaguement sont en train de dire qu'il n'arrête pas de renier ses origines, mais ça suffit pas à appuyer le fait qu'après il veuille absolument se faire un cocon familial avec Mary et les autres membres du groupe. Hein. Donc c'est un truc qui manque. Mais alors là, la question c'est, est-ce que c'est parce que le personnage de Mercury aurait dû avoir un film de 3h et pas de 2h15, ou est-ce que c'est le groupe Queen qui aurait dû avoir un film de 3h et pas de 2h15? Là est la question qui restera toujours en suspens. Oui, comme Mercury, en fait, le film s'est peut-être terminé trop tôt. Peut-être. Je te propose qu'on passe sur la mise en scène parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire aussi. Donc réalisé par Bryan Singer et complété par Dexter Fletcher, je sais que j'arrête pas de le répéter mais je trouve que c'est quand même important. Mais tu sais pourquoi est-ce qu'il est parti, Bryan Singer? À cause des divergences avec Rami Malek et encore une fois parce que Singer, tu sais, il s'en fout quoi. Et s'il a envie de se barrer d'un projet, il se barre d'un projet quoi. Il a un peu ce stade-là. Pourtant, moi, vu qu'il est passé par une période quand même assez difficile il y a pas longtemps, parce que alors, visiblement ça serait lié à ça, à cette période MeToo, et en même temps ça serait lié au fait que ça fait plusieurs tournages que Singer il se barre un petit peu en laissant ses affaires. C'est vrai que X-Men Apocalypse, là où le scandale avait éclaté justement, c'était un film qu'il avait fait entre guillemets par-dessus la jambe. Il avait fait j'ai mon chèque et je mets du gros boom boom, et ça va pas énormément plus loin. Il est sincèrement sa qualité de technicien qui est très très bonne. Heureusement, Bohemian Rhapsody n'est pas de cet acabit. On est sur un film où justement, comme tu me l'évoquais en dehors des vidéos, et c'est très intéressant, il revient à quelque chose de plus light, type Usual Suspect. Donc ça... Ou un élève doué. Pour moi, c'est plus un élève doué. Ça se rapproche plus d'un élève 2 pour toi? Pour moi, oui, parce que Usual Suspect, c'était vraiment formé sur son twist de fin. Et donc, l'idée, justement, de faire un film, quasiment un film d'études. Oui, parce que là, c'est prouver, effectivement, sa capacité à être bon sur tout un long métrage. Parce qu'un élève doué, déjà, il s'était mis un peu plus en danger. C'est vrai. Avec un sujet plus compliqué. Et c'est vrai que là, on revient plus à cette idée-là où il essaie vraiment... moi, je t'ai dit, j'ai trouvé que ça se sentait par moments que Bryan Singer, j'avais cette impression on voyait cette distance, entre guillemets, qu'il avait avec le sujet, peut-être parce qu'il n'était pas complètement dedans. Je trouve qu'il y a quelques scènes qui sont vraiment flamboyantes, comme la scène de la presse, que je trouve vraiment, moi, excellente, qui est remplie de bonnes idées et qui est extrêmement punchy. Cette scène de concert finale qui est magnifiquement filmée et qui fait quasiment 20 minutes, c'est un énorme morceau. Et contrairement à la première chanson, là on a du mal à voir les coupes qu'ils ont fait au niveau sonore dans les chansons, puisqu'ils ne mettent pas toutes les chansons en entier, ça serait trop long. Tandis que dans la toute première chanson qu'on entend, donc Somebody to Love, là j'ai senti un moment la coupure qui avait été faite. C'est bien que deux clips... c'est vrai que... Mais de toute façon, moi je trouve que l'introduction est clairement un défaut du film. Le générique d'introduction n'est pas nécessaire, entre guillemets, tel quel. Ils auraient pu s'en passer et passer directement à... on le voit en bagagiste à l'aéroport et tout de suite on parle là-dessus. Je trouve que pour le coup, cette scène-là, c'est vraiment... On tease la fin et on te donne envie de rester dans le fauteuil en mode « Hey, tu veux voir le concert de Live Aids ? Bah reste jusqu'à la fin du film. » Je trouve pas ça très subtil, mais je pense que c'est là qu'on voit aussi que Singer s'est barré et que peut-être que Dexter Fletcher a pas trouvé de bonnes séquences pour faire l'introduction de son film et s'est dit on va faire un teasing de Live Aids et on va mettre ça en début de métrage. Je sais pas. Ça c'est les gros soucis, c'est très difficile de voir ce que réellement Fletcher a pris en main et ce que Singer a laissé. Visiblement, Fletcher a pas fait grand chose du film. Il s'est vraiment occupé du montage et de re-shooter quelques scènes, mais ça reste très limité. Mais après, je trouve que ça se ressent, tu vois, dans le montage où on a ce dynamisme qui est d'ailleurs pas si présent que ça dans Usual Suspect et un élève doué. Où c'est généralement s'il prend son temps. Le Singer, il a tendance à laisser les scènes se dérouler tranquillement, avancer. C'est vrai que le montage fait très cut, quoi. Et à certains moments, justement, il y avait certains moments qui m'ont pas mal gêné. C'est les plans. Par exemple, un plan sur deux techniciens qui sont en train de regarder le concert Live Aid et qui sont en train d'approuver. Donc, ce genre de plan-là, ça m'a un peu gêné. Je me suis dit, ça doit être justement
Singer, soit il a fait ça par sa seconde équipe, donc Fletcher visiblement, soit c'est justement quelqu'un d'autre qui l'a filmé, parce que là ça appuyait tellement sur le côté ah ouais ce qui se passe c'est super bien, Ouais. ça faisait un côté un petit peu bande-annonce. Ça fait un petit peu artificiel aussi, Voilà. c'est le gros souci qu'il faut Un peu avouer, grossier. c'est qu'il y a des moments où le film fait, je dirais pas faux, c'est pas le cas, mais Non. ça fait un petit peu artificiel dans le sens où on a vraiment cette impression qu'il y a des plans qui servent de liaison ou uniquement de raccord, et ça gêne un petit peu où on se dit que c'est ce qui fait à la fois le brio et en même temps la petite déception du film, c'est que ça en fait un film imparfait. Il y a vraiment des moments où on se dit, là ça aurait pu être encore plus flamboyant, encore plus intense, encore plus gigantesque, et Mais voilà. là il fallait quelque chose pour pansementer. Ouais. C'était bon. Donc là on chipote, mais C'est bien de chipoter des fois, Mathieu, c'est Oui. bien, c'est bien. Mais enfin très cher. On a de l'exigence, voyons. Il faut savoir faire de Il faut l'excellence. savoir être exigeant quand on est royal. Combien de prises a-t-on fait pour Galiléo? Il ferait savoir. Enfin. Non, d'ailleurs, l'enregistrement l'enregistrement de Bohemian Rhapsody est Ça, excellent, ça, la c'est manière très avec bien laquelle fait. c'est filmé, et comme tu disais, la séquence dans le bureau juste après, elle est à mourir de rire. Enfin, c'est... Oh là là. Je sais pas, il y a une vraie énergie, moi je trouve. Comme tu disais, c'est encore une fois, et ça se ressent aussi dans la mise en scène, on sent que Singer, il a voulu amener ce petit côté à l'anglaise, vraiment, Ouais. ce décalage des personnages Mais- par rapport aux Mais il est situations. américain, Singer, je crois. Singer est américain, ouais. Ouais. Mais tu Donc vois, c'est c'est bien c'est resté, ça qui est rigolo, c'est que c'est toute une équipe qui est en grande partie anglaise, même Dexter Fletcher est anglais. je savais pas. Et du coup, on se retrouve avec toute cette équipe en grande partie anglaise, ces auteurs, scénaristes qui sont anglais, ces personnages qui sont anglais, mais en partie campés par des Américains. Donc c'est très rigolo de voir ce mélange de cultures qui, au final, arrive complètement à se retrouver et à rendre le tout clair, en fait, Ouais. tout simplement. Il y a une certaine homogénéité là-dedans. Mm. Donc, encore une fois, ce qui me gênait là-dedans, c'est qu'on passe sur Queen 2 aussi facilement, qu'on passe de justement Keep Yourself Alive directement à Killer Queen, donc c'est de l'album Shira Attack. Oui, mais il y a d'autres trucs avant, et surtout, entre guillemets, on met Seven Seas of Rhye, la version chantée, dans le premier album. Non, c'est dans le deuxième album, justement. Le premier, c'est l'instrumental. Oui, désolé, j'aime ça, j'aime Il aime Queen, Voilà. il a raison de chipoter en même temps. Et puis franchement, ouais, c'est un groupe mythique. Donc forcément, dès qu'il y a un mythe, il y a un dogme. Touche pas mon dogme, merci. Non, le film est bon. Le film, on peut pas dire qu'il soit mauvais. Mais ensuite, quand on aime bien regarder un concert de Queen, comme le Live at Wembley, qui était excellent aussi, c'est fait partie de ces concerts mythiques de Queen, bah là, je veux dire, c'est bien aussi. On découvre des choses, on voit le showman qui était Mercury, Oh oui. et on voit Oh aussi, oui. là par contre, c'était un truc qui était super bien campé, c'était donc pour les autres personnages les autres de Queen, c'était leur mimique très bien restituée. Ah non, non, oui. Que ce soit les sourires de John Deacon, je sais pas comment ils ont réussi à caster un mec qui soit aussi sosie de l'époque. C'est assez curieux. Et tu fais bien de préciser ça parce que les mimiques, je trouve c'est un point très important parce que quand tu foires ça dans un biopic, ton biopic il est foutu. Là pour le coup ils ont quand même trouvé un casting avec des perles. Ouais. Enfin honnêtement, déjà tu mets une photo du groupe original, tu mets une photo du groupe version film, ils ont tous les mêmes gueules. C'est Exactement. hallucinant. Bon déjà Rami Malek, on peut en Oui. parler mais Rami Malek est juste hallucinant de justesse. Ah, oui. Il arrive à camper un Freddie Mercury Moi, plus c'est vrai que nature. c'est Moi la j'y première fois crois. que je vois cet acteur, et je dois dire, il y a quelques moments où on voit qu'il n'y a pas le visage aussi allongé que Freddie Ouais. Mercury, mais là, Par contre voilà, Sacha c'est le Baron Cohen détail. l'avait, mais, mais voilà. Mais donc là, c'est vraiment le détail. Sinon, dès qu'elle a la moustache et les cheveux courts, là par contre, j'ai beaucoup de mal à les distinguer l'un de l'autre. Ah oui. C'était bien fait. Pour ce qui est des membres du groupe, donc c'est Ben Hardy, Gwyn Lee et Joseph Mazzello. Donc dans l'ordre qui campent Roger, Brian et John, qui sont tous les trois, enfin ils sont excellents. Ils sont ultra ressemblants. Je t'avoue que j'ai un énorme coup de cœur quand même pour Gwyn Lee, qui joue un Brian May plus vrai que nature. Moi je trouve qu'il a, enfin, il y a quelque chose qui se passe ce mec-là. Dès que je le voyais à l'écran, j'étais en mode waouh, c'est vraiment lui en fait. C'est Il vraiment- a réussi à le ressusciter, bordel. C'est... Ah, mais il est pas mort, hein. Ah, non. Mais enfin, je veux dire, à ressusciter. Oui, bon, à la rajeunir. Allez, Ouais, à la à la rajeunir. Après, un rôle qui m'a énormément surpris, Ah, c'est celui de Mike Myers.
Oui. Parce que méconnaissable déjà. Honnêtement, si tu ne sais pas que c'est Mike Myers, tu ne peux pas reconnaître Mike Myers. Je l'ai pas reconnu. Mais il est excellent. Il est excellent dans le rôle de Ray Foster, justement. Ah oui. Et aussi, moi j'adore, mais ça fait très longtemps que je l'adore, Lucy Boynton, qui joue donc Mary, Oui. qui est excellente. Moi que j'adore depuis Sing Street. Mm. Mais cette actrice est douée comme c'est pas permis. Enfin, je trouve que là, c'est le point sur lequel il est impossible de vraiment remettre des choses en cause. Là-dessus, ils ont vraiment Le casting essayé de faire en est, sorte que celui-ci soit fusionné. parfait. Soit vraiment parfait, que les acteurs aient vraiment la gueule des personnages, qui s'investissent à 200% pour faire en sorte que les personnages oui. revivent ou rajeunissent. Roger Taylor, je sais pas comment il fait, mais c'est vrai qu'il est gardé pendant des années, sa tronche de gamin. C'est... Et ils ont trouvé un gamin. Voilà. Ils ont trouvé littéralement un acteur qui joue hyper bien le gamin. Enfin, Ouais, c'est, ouais. Qui joue aussi le petit con trousseur de minettes. Et je veux dire, ça, c'est ce genre de truc, c'est super bien fait. ça fait la Et performance. Mais là, on repart ensuite sur le dialogue, comme tu avais dit, sur les dialogues bien écrits. C'était pas disons, au niveau du Audiard pour prendre une référence Pas- française, peut-être pas. mais c'était franchement, ça faisait le café, c'est quand même de le dire, je reviens toujours Oh là-dessus. oui. Mais en même temps, c'était, il y avait des petits trucs en plus, bien qu'on avait l'information est bien emballée, Oui. et donc bien servie en plus par les acteurs. Oh que oui. Donc là-dessus, c'est vraiment du très bon. Oh que oui. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mon cher Mathieu. crois, oui. Qu'est-ce qu'on en garde du coup de Bohemian Rhapsody? Bah, déjà des chansons mythiques de Queen, et donc une restitution fidèle dans l'esprit. C'est joliment dit, c'est joliment dit. Je t'appuie complètement là-dessus. On peut pointer du doigt tous les défauts du film, on peut trouver ça classique, on peut trouver ça machin. Ça n'a pas été Made in Heaven. Je pense qu'il faut simplement garder en tête que c'est un film qui est fait avec passion, qui est fait avec un respect profond, qui est porté par des acteurs talentueux, Ouais. par des réals ou un réal qui y croit à mort, même si voilà, on peut avoir tous les soucis de prod qu'on veut, on y croit, il y croit, ils y croient, et du coup ça donne quelque chose qui pour moi est flamboyant, comme tu aussi. dis, flamboyant, énergique, jouissif, on passe un super bon moment, et rien que pour les 20 dernières minutes qui se passent C'est Queen. à Wembley, enfin voilà, ça vaut largement le coup. Donc voilà, Bohemian Rhapsody de Bryan Singer, vous l'aurez compris, Mathieu et moi, on vous le conseille. Ouais, c'est une sorte de magie. Oh oui, it's a kind of magic. It's a kind of magic. Merci Mathieu d'avoir Mais- participé à cette petite vidéo Avec plaisir. que l'on Valentin. finit en chanson. Ouais. Bien évidemment, nous allons vous conseiller d'aller voir des films, parce que c'est bien, D'aller voir des films. tout à fait, que l'on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Ciao. Nothing really matters. Anyone can